vous avez bien fait de nous choisir. Si c'est maintenant que vous nous rejoignez, bienvenue dans Starcom. Starcom, votre émission de décryptage et d'analyse de l'actualité nationale et internationale de la télé du 21e siècle. Dans ce numéro, nous parlerons de l'éducation avec cette question: quel enseignement peut-on tirer des réformes engagées par l'État guinéen dans le secteur éducatif depuis 2010? On essaye de comprendre avec notre invité de parcours, M. Alpha Amadou Keïta, enseignant-chercheur du côté de l'Institut supérieur des sciences de l'éducation de Guinée, ISEG. M. Keïta, bonjour. Bonjour M. Barry. Bienvenue dans Starcom. Merci à vous. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Le plaisir est partagé. Alors, on va commencer cette émission avec cette première question d'introduction notamment. Il y a eu beaucoup d'annonces en termes de réformes, en termes même de politique de l'État guinéen depuis l'accession du président de la République, le professeur Alpha Condé, à la magistrature suprême. Quelle analyse globale portez-vous notamment sur l'évolution du système éducatif guinéen depuis 2010 ? Voilà, et avant de répondre à votre question, je tenais à vous remercier par rapport à l'opportunité que vous m'offrez afin que je puisse m'exprimer sur l'ensemble des éléments qui concernent l'analyse globale du système éducatif guinéen au cours des 10 dernières années. Et il faut retenir que depuis l'accession du président Alpha Condé au pouvoir et jusqu'à nos jours, l'éducation va de plus en plus mal. C'est-à-dire, si vous prenez un certain nombre de secteurs au sein de l'éducation, il y a eu des avancées majeures. Mais ces avancées majeures n'ont pas pu régler tous les problèmes de l'éducation. Oui. Et notamment si nous prenons de façon très globale. Et pourtant, l'espoir était aussi immense parce que la Guinée, pour la première fois, effectivement, parce que nous constatait l'arrivée d'un professeur au pouvoir. Et en fait, l'espoir était là. Mais le constat est qu'on a des sérieux problèmes dans ce système. Et en faisant donc une analyse globale par rapport à ce système de 2009 jusqu'en 2019, et on va partir pratiquement à partir de ces 3 secteurs de l'éducation, c'est-à-dire le ministère de l'enseignement préuniversitaire, qui est maintenant le ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, l'enseignement technique et l'enseignement supérieur. C'est-à-dire mes orientations vont être fixées sur 4 points. Le premier point, on va focaliser ça par rapport à l'offre de l'éducation. Le deuxième point, c'est par rapport à l'accès et la participation des acteurs du système éducatif. Et le troisième point, on parlait de la gestion. Et au dernier ressort, on parlait de la qualité, de l'efficacité de l'enseignement en Guinée. Et par rapport au premier point, il faut comprendre qu'il y a eu des évolutions par rapport à l'offre de l'éducation. Est-ce que vous pouvez condenser tout ça? Parce que juste pour faire une sorte de ramasser. En fait, l'offre de l'éducation, on a constaté qu'on a quitté. Réellement, le taux de scolarisation a un peu augmenté en Guinée. Le taux de scolarisation a un peu augmenté en Guinée. Et ensuite, on a constaté également qu'il y a eu pas mal de personnes qui s'intéressent aujourd'hui à ce système pour pouvoir réellement donner un blason à ce système éducatif. Mais il y a un problème qui est là, c'est un problème de gestion. Et ce problème de gestion est beaucoup lié par rapport à la condition enseignante en Guinée, c'est-à-dire comment les enseignants produisent les cours. Et comment les responsables qui sont dans les établissements gèrent les établissements, il y a ce problème. Ensuite, nous avons la qualité et l'efficacité. La qualité de la formation ou du programme. Parce du programme. Il y a 2 volets. Il y a 2 volets. C'est-à-dire il y a la qualité de la formation et il y a la qualité de l'enseignement. Et ces 2 volets, on a constaté que l'État a mis un certain nombre de moyens à la disposition, surtout au niveau de l'enseignement supérieur, et des formations post-universitaires. Mais jusqu'alors là, nous constatons que ça n'a pas tellement marché parce que le personnel enseignant est très vieillissant au niveau de l'enseignement supérieur. Et d'où la nécessité de mettre une bonne gouvernance au niveau de ces institutions d'enseignement en Guinée. Ensuite, il faut revoir qu'au niveau de l'enseignement préuniversitaire, il y a un autre problème que nous avons. Ce problème-là, c'est quoi? C'est-à-dire le plan de formation n'est pas mis en jeu.
Et ce plan de formation joue considérablement sur le processus d'apprentissage. On va parler de, Voilà. de l'enseignement supérieur parce que c'est l'un des points qu'on va évoquer dans cette émission. Mais je voudrais également vous faire réagir sur cette particularité, hein, sur la rentrée. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est la rentrée notamment universitaire et scolaire en Guinée. Donc, il y a une particularité cette année. On assiste à une première, hein, dans le système éducatif guinéen en termes de rentrée, parce que c'est une rentrée couplée, pré-université et université à la fois. Moi, je crois que c'est pas... Est-ce que c'est une bonne... Moi, je pense que c'est pas une mauvaise politique, c'est une bonne politique. Mais nous constatons que la rentrée de cette année, principalement, elle est très morose, parce que depuis le matin, il n'y a pas assez d'affluence dans les établissements d'enseignement. Et d'ailleurs, dans les universités, il y a presque, vous ne trouverez pas des étudiants, parce que beaucoup sont cadrés par rapport à cette question d'orientation. Et il y a beaucoup d'étudiants qui sont en vacances. Non, mais quand même, on ne peut pas comprendre parce que d'habitude, en Guinée, on sait quand la rentrée tombe notamment sur les heures d'intervalle, le jeudi ou mercredi. Là, il faut ramener toujours lundi. Est-ce que l'État devrait tout simplement attendre? Oui, quand même, moi j'ai tout réagi par rapport à ça, c'est-à-dire 3 jours ne peuvent pas tellement jouer sur le calendrier scolaire. C'est-à-dire ça revient réellement à tous ces inspecteurs de l'enseignement de revoir cette façon de faire. C'est-à-dire si vous constatez, bon, nous venons de sortir d'une fête d'indépendance le 2 octobre, oui, à la ferveur. La ferveur de cette fête, les gens sont fatigués. Et le 3, on dit d'aller à l'école, c'est un peu compliqué. Surtout pour voilà, mercredi. Hein. Un mercredi. Non, un jeudi du moins. Donc moi je pense bien que s'il faut programmer les ouvertures, il faut lancer ça à partir du lundi. Là il y a beaucoup d'affluence dans les établissements. Ce sont les propos de M. Alpha Amadou Keïta. Il faut rappeler qu'il est enseignant-chercheur du côté de l'Institut supérieur des sciences de l'éducation, en abrégé l'USEG. On va accorder une courte pause, nous revenons juste après pour parler désormais du système elle-même en termes des dysfonctionnements enregistrés au cours de ces réformes annoncées par l'État guinéen. La vision Star 21 TV ambitionne d'être le reflet des sociétés guinéennes et africaines. Merci pour votre aimable attention renouvelée à la télé du 21e siècle et nous parlons dans cette émission aujourd'hui spécialement de l'éducation guinéenne avec notamment les questions qu'il faut se poser en termes de leçons à tirer dans les réformes engagées par l'État guinéen dans le système depuis 2010. Alors, Monsieur Keïta, on parlait notamment de cette rentrée particulière. Il y a également l'autre question qu'on ne cesse pas de se poser, c'est celui qui prend l'exemple aujourd'hui, notamment au niveau de cette réforme, il y a un chevauchement qui ne dit pas son nom en termes du contenu des programmes enseignés au niveau du préuniversitaire et le programme enseigné au niveau du supérieur. L'exemple se matérialise tout simplement dans l'orientation des étudiants. On a constaté ces dernières années, des bacheliers en fait. Oui, des bacheliers. On a constaté ces dernières années quelqu'un qui fait sciences sociales, on l'oriente parfois dans les sciences économiques, techniques ou économiques. Le contraire s'est fait également pour ceux qui font sciences mathématiques. Quel est votre regard? Bon, mon regard par rapport à ça, c'est-à-dire il faut avoir un rétroviseur par rapport au processus d'enseignement d'abord au niveau du secondaire. C'est-à-dire si nous ne revoyons pas comment le système d'enseignement se fait au niveau du secondaire, ça va se répercuter toujours à l'enseignement supérieur. Et le constat qui est là aujourd'hui, principalement, nous constatons qu'il y a une inadéquation avec les besoins. C'est-à-dire s'il y a des situations comme ça qui se présentent, donc il y a toujours des manques d'opportunités de stage et de formation continue pour les gens. Et ce qui fait que les programmes doivent être liés à la réalité du pays. Aujourd'hui, nous formons assez d'étudiants dans les universités, ils sortent qui sont presque des étudiants candidats au chômage. Et c'est ce qui n'est pas bien. C'est-à-dire quand vous formez des gens, et en principe, quand ils sortent de ces institutions, ils doivent être en mesure soit de se trouver un boulot, ou bien l'État arrive du moins aussi à les engager. Parce que les deux doivent aller de pair. Qu'est-ce qui peut expliquer notamment, parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on enregistre les mêmes erreurs dans le fonctionnement du système éducatif guinéen, étant donné que ce sont des choses qui ont été chaque fois dénoncées. Selon vous, par où le bas blesse? Bon, le bas blesse il y a 2 facteurs. Le premier facteur, c'est par rapport à la gouvernance.
C'est-à-dire les personnes qui gèrent ces établissements, il faut qu'ils soient de la matière. Vous voulez parler des 2 départements? Des 3 départements d'ailleurs. Des 3 départements. Il y a également la formation professionnelle qui n'est pas à exclure. C'est-à-dire, si vous prenez des gens en tenant compte des politiques, ça va être un peu compliqué. C'est-à-dire, il faut prendre des gens qui sont issus des écoles d'éducation, qui ont passé leur formation dans l'éducation. Donc, ils ont la possibilité de mettre à la disposition des fils du pays des programmes qui ont la possibilité de faire avancer le pays. Quelque part, c'est dit que l'éducation est considérée pour nous comme un élément qui est un moteur de développement dans le pays. Donc, plus on accède à l'éducation, c'est pour cela que quelque part on dit que tant vaut la nation, tant vaut l'école, tant vaut la nation. Cas, parce que c'est... Là, il y a une incompréhension, parce que quand vous dites qu'il faut, c'est pas mettre l'accent sur les vrais cadres de ce système en termes de promotion au niveau des départements, mais quand vous faites quand même une sorte de rétrospective dans la gestion du professeur Alpha Condé, on a le ministre Teluel qui a été en quelque sorte notamment ministre de l'enseignement supérieur, qui est un produit du système éducatif guinéen. On a au niveau du ministère de l'enseignement Kaokaré, il y a également Sangaré. Est-ce que c'est peut-être les personnes qui... Il y a un processus qu'il faut suivre. Il y a un processus. C'est-à-dire... Sauf que quand même, on a resté pour le cas de Kourouma, qui est un pharmacien qui... Voilà. Et d'ailleurs, moi j'ai constaté d'ailleurs que Kourouma a apporté pas mal d'éléments. Parce que, malgré qu'il ne soit pas, produit du système, mais il a apporté quelques éléments parce que nous on a constaté que dans les temps, pour déposer la liste des candidats au niveau des services des DCE, des DPE, on le faisait à travers les papiers. Mais c'est à l'arrivée de Kourouma, on a cherché à informatiser. On a informatisé le système pour que tu sois au bon point. Mais il faut retenir également que, ça dit plus nous évoluons avec des personnes qui n'ont pas fait de très bonnes formations dans le système éducatif, il sera très difficile d'avoir des bons produits au niveau de ces institutions. C'est le cas de Kaokaré qui était un instituteur qui était porté à la tête du département. C'est un constat, on le fait ensemble. On n'a pas, moi, je n'ai pas tellement d'appréciation par rapport à ça. Et je sais que c'est quelqu'un qui a beaucoup roulé dans l'orillage de l'éducation. Mais moi, je mets l'accent réellement sur un processus. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de prendre quelqu'un qui a fait assez de temps dans l'éducation, mais plutôt quelqu'un qui a un parcours. C'est-à-dire qui a échelonné. Quand tu as échelonné, là tu as la possibilité de comprendre les contours du système. Alors, parlant également du système éducatif guinéen, quand même, on le sait quand même, ces 3 dernières années, l'éducation guinéenne est confrontée à une sorte de crise à répétition à travers notamment les grèves des enseignants. Il y a eu Ebola et consorts. Je veux qu'on accentue notre analyse notamment sur la grève. Selon vous, quels ont eu comme impact de ces grèves sur l'évolution, sur l'élan qu'avait pris l'État guinéen? Bien, moi, ces grèves à répétition ont eu un impact majeur sur l'évolution du processus d'apprentissage en Guinée. Et c'est en cela, j'interpelle toujours l'État de revoir réellement le budget de l'éducation. C'est-à-dire, plus nous revoyons le budget de l'éducation, plus on a la possibilité d'avoir une visibilité par rapport aux gens qui y passent. Quand vous parlez de budget, vous minimisez peut-être le traitement des enseignants? Oui, le traitement des enseignants, moi je minimise. Parce que comparativement par rapport aux magistrats, vous voyez qu'il y a une très grande différence. Et l'enseignant qui prend tout son temps, il sort très tôt le matin, il peut rester à l'école jusqu'à 16 h, deux fois jusqu'à 18 h. Qui forme d'ailleurs la relève du pays. Voilà, qui forme. Donc c'est un élément, c'est-à-dire que ces grèves à répétition ont eu des impacts. Si l'État n'arrive pas à revoir réellement le système de traitement des enseignants, ça va être un problème. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est-à-dire les syndicalistes, en tenant compte réellement de tout ce qui se passe dans notre pays, ils sont dans l'obligation de se lancer dans ces mouvements de grève pour que nous puissions revoir les conditions. Il y a également cette relation tendue, parce que même si les grèves, la grève est suspendue, mais il y a cette relation tendue qui existe aujourd'hui, que l'État n'arrive pas à trouver la solution, notamment la relation entre le MENA, et le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, et les contractuels, mais également le SLEG et le syndicat national des enseignants de Guinée. Donc,
qu'est-ce que, c'est-à-dire, selon vous, pourquoi cette grève persiste? Est-ce que c'est l'État qui refuse de prendre ses responsabilités? Bon, moi, sur ce point, l'État a une responsabilité d'une part. D'autre part, les acteurs qui évoluent réellement dans les groupes syndicaux ont leur part de responsabilité également. Oui. C'est-à-dire, quelle est la part des responsabilités? La part de responsabilité de l'État, c'est de dire la vérité. C'est-à-dire, si vous pensez que... C'est le cas du syndicat national des enseignants et le SLEG, par exemple. Non, c'est-à-dire on est libre. Hein? Oui. Tout syndicat est libre d'être formé dans le pays. Oui. Mais, c'est-à-dire il faut voir réellement le groupe syndical qui a une mainmise sur les enseignants. Oui. Et voir réellement sur les points à revendiquer. Ces points-là, comment il faut les résoudre? Donc, vous trouvez que ces syndicalistes sont un peu fantaisistes dans les revendications par rapport aux réalités du pays? Voilà, surtout ça, et c'est pour cela que j'ai toujours réagi par rapport à ça. Et c'est-à-dire il y a trop de réglementations fantaisistes. C'est-à-dire, en ayant vu réellement la situation du pays, et moi, je suis d'accord pour l'amélioration des conditions des enseignants. Mais quand on demande des sommes très faramineuses, moi, je pense que l'État est dans l'incapacité de le faire. Il y a des éléments sur lesquels on peut statuer. Et le cas des contractuels, quand même, sur lesquels l'État misait pour faire mal, ça, c'est un faux débat. Moi, j'ai toujours dit, c'est-à-dire déjà, il y a des étudiants qui sont formés à l'ISEC. Il y a des étudiants qui sortent de l'ISEC et des étudiants qui sortent des ENI. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? Mais si vous prenez d'autres enseignants dans le quartier pour venir contrecarrer réellement des mouvements de grève... Et qui apparemment ont des niveaux de tapis. Voilà, on a constaté ça. Il y a beaucoup qui sont là, le niveau n'y est pas. Il a fallu réellement des enseignants pour venir accompagner ces enseignants-là en situation de classe. Et aujourd'hui... la dernière fois, quand j'ai vu le ministre Sangaré prendre des promesses pour dire qu'il va engager la promotion qui vient de sortir de l'ISEC, mais moi je me disais que vous avez déjà un premier problème des contractuels qui n'est pas résolu. Et on a beaucoup de promotions qui sont sorties de l'ISEC et des ENI qui ne sont pas engagées. C'était ça l'objectif de la création quand même de cet institut, l'ISEC. Oui, quand nous on a été formés dans cette institution, dès qu'on a fini, et nous avons fait 6 mois de stage. Après les 6 mois de stage, on a intégré la fonction publique. Donc, moi je pense que l'État doit avoir une mainmise par rapport à ça. C'est-à-dire, au lieu de vous mettre à créer des situations parallèles, ce qui est devant vous, moi je pense qu'il faut mettre une mainmise sur ça pour vous permettre d'aller en avant. La responsabilité de l'État guinéen en termes d'orientation pour que la Guinée puisse être dotée d'un système éducatif performant et conséquent, ce sont les mots de M. Alpha Amadou Keïta, enseignant-chercheur du côté de l'Institut supérieur des sciences de l'éducation de Guinée. On marque une courte pause, on revient juste après désormais pour parler de ce problème qui continue à persister en termes de renouveau dans le système éducatif guinéen. La mission, promotion et valorisation du patrimoine culturel historique guinéen. Des retours sur ce plateau, chers téléspectateurs, dans cette émission consacrée à l'autopsie du système éducatif guinéen, avec notre invité, M. Alpha Amadou Keïta, enseignant-chercheur du côté de l'Institut supérieur des sciences de l'éducation de Guinée. Alors, M. Keïta, on va parler désormais des leçons à tirer de ces différentes réformes annoncées par l'État guinéen en termes de nouveautés. Il y a quand même une annonce qui est toute particulière pour les Guinéens, c'est l'introduction de l'anglais au niveau du pré-universitaire. Est-ce que, d'abord, quel regard portez-vous ou comment est-ce que vous analysez toutes ces annonces faites par l'État guinéen en termes de renouveau pour relancer le système éducatif? Bien, et sur ce point principalement, c'est un constat que j'ai eu à faire depuis que j'ai appris ces annonces au niveau des télévisions et radios. C'est bien d'introduire l'anglais. En tout cas, on en fait un folklore. Oui, c'est un folklore. Mais sincèrement. On a des choses très sérieuses dans l'éducation qu'il faut faire face. Quand on veut introduire l'anglais à l'enseignement élémentaire, d'abord, la première des choses, il faut se trouver des enseignants, des professeurs d'anglais. Oui. Ces enseignants-là, d'abord, au niveau du secondaire, on a des problèmes criards. C'est-à-dire, aujourd'hui, on n'arrive pas d'abord à enseigner l'anglais
au niveau du collège, on n'arrive pas à trouver des professeurs au niveau du collège. À plus forte raison. À plus forte raison, on cherche à engager un autre processus au niveau du primaire. Oui. Moi, c'est pas... Cette politique-là, il faut la revoir. Oui. C'est-à-dire, moi, je pense qu'au niveau du primaire, c'est-à-dire, on aime tout le temps, quand il y a des projets, les gens se tapent de dos. Bon, écoute, ce projet-là, nous allons le chapeauter parce qu'il y a quelque chose derrière. Vous estimez qu'il y a une sorte d'omerta des cadres du département effectivement, c'est ce qui profitent de ces initiatives. De ces initiatives. Oui. C'est-à-dire, au niveau du primaire, l'accent sur lequel il y a un problème d'alphabétisation qui est là, jusqu'alors et même de scolarisation. De scolarisation qu'on n'a pas fini de résoudre, mais on parle de l'anglais. Les enfants n'ont pas fini de maîtriser d'abord la langue également, voilà. Ils n'ont pas fini de maîtriser la langue française. Oui. C'est l'anglais qu'ils vont maîtriser au primaire. Oui. C'est-à-dire les objectifs du primaire sont connus. L'enfant doit savoir calculer, lire et écrire. Oui. Ça, c'est les béabas du primaire. Mais si vous voulez introduire l'anglais, vous n'avez pas fini de résoudre les problèmes de l'anglais au niveau du collège, au niveau des enseignements publics. Oui. Comment vous pouvez résoudre les problèmes au niveau de l'anglais? En tout cas, à l'annonce de l'introduction de l'anglais au niveau du primaire, l'État quand même par la stratégie de mise en œuvre, on voit quand même qu'il y a une sorte de méfiance parce que pour l'instant, on parle de si je ne me trompe, de 48 écoles qui ont été choisies. Mais moi, la question que je me pose, ma question que je me pose toujours, ça fait combien d'années au niveau du collège, il n'y a pas de cours d'anglais, au niveau du public. Sauf dans les privés, l'anglais est enseigné au collège. Mais au niveau du public, l'anglais n'est pas enseigné au collège. C'est à partir de la 11e année l'anglais est enseigné. Et ça, c'est suite à quoi? Suite à un manque criard de professeurs d'anglais. Mais comment vous verrez qu'on introduise l'anglais au niveau du primaire, mais est-ce qu'on va résoudre le problème réel? Bon, la question reste posée. Dans cette nouveauté également, il y a le système d'évaluation qui a également changé parce qu'à l'époque, on avait notamment des évaluations c'est-à-dire menstruelles ou trimestrielles. Mais aujourd'hui, on parle des évaluations continues. Là également, pour un pays comme la Guinée, comment est-ce que vous apprenez ça? Non, je pense bien que l'évaluation continue est la meilleure parce que plus vous évaluez les élèves, plus vous évaluez les étudiants, vous avez la possibilité de comprendre quels sont vos tares, vous en qualité d'enseignant, en tant qu'enseignant, et quels sont les problèmes que les élèves éprouvent par rapport à votre cours. Oui. Parce que là, ça ne peut se faire, c'est lorsqu'il y a des évaluations continues. Oui. Mais si les évaluations ne sont pas continues, seulement les évaluations sont programmées par trimestre ou bien par semestre, et moi, je pense bien qu'il sera très difficile de cerner les vrais problèmes de l'éducation. Alors, il y a également, dans cette problématique de l'enseignement guinéen, il y a un des aspects également qui, à chaque année, fait couler beaucoup d'encre et de salive au niveau notamment de la cité, c'est l'organisation des examens nationaux. D'abord, il y a le toïboï en termes de choix des surveillants, des secrétaires de rédaction, des centralisations, le choix des sujets. Et comment est-ce que... Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on fasse les mêmes erreurs chaque année. Voilà un autre problème que nous avons dans ce pays. C'est-à-dire, j'ai commencé par le dire ici, il faut mettre des spécialistes en la matière. Vous savez, moi j'ai constaté depuis ça fait combien d'années en Guinée, c'est-à-dire nous mettons à la tâche des enseignants qui évoluent dans les classes d'examen de faire le choix des épreuves, alors que les épreuves sont choisies de l'autre côté par des inspecteurs disciplinaires qui ont cessé d'enseigner depuis des années. Et même quelques cadres de l'administration qui sont devenus des créateurs d'écoles privées. D'écoles privées qui... voilà. Et mieux que tout ça, dans le choix, c'est devenu maintenant un deal entre les établissements, entre des personnes qui évoluent dans ce pays avec le système de l'éducation, c'est-à-dire le choix des surveillants, le choix des correcteurs. C'est-à-dire, on voit ici un enseignant qui a passé tout son temps en train de donner cours en terminale, mais vous allez voir que un autre enseignant qui donne cours en 12e année, vous le voyez à la correction du baccalauréat. C'est dommage. C'est un peu dommage. Oui. Et un autre aspect qu'il faut voir, des sujets qui se retrouvent parfois sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, ça c'est un élément à revoir. Oui. C'est-à-dire c'est en Guinée, et que je vois toujours encore, c'est-à-dire dans les autres pays, il y a un système de cobayage. C'est-à-dire quand les enseignants et des inspecteurs disciplinaires se retrouvent pour faire le choix des épreuves, il y a un cobayage qui se fait. Ceux-là sont internés
au niveau du service des examens, du premier jour jusqu'au dernier jour, pour ne pas qu'ils soient en contact avec le système extérieur. Comment comprenez-vous quand même qu'on puisse avoir des sujets, par exemple de français de l'année dernière au niveau du bac, trop fait mais c'est pour dire que le système est défaillant. Le système est défaillant. Des sujets venus du ministère. Du ministère, il a le fallu système est défaillant. qu'on maintienne les candidats dans la salle. Dans la salle, ils ont pris 1 heure de temps avant de relancer encore comme on appelle, la deuxième épreuve qui a été choisie en français, en sciences sociales. C'est vraiment déplorable. C'est vraiment déplorable. C'est-à-dire, on a toujours dit, moi, en ayant assisté à la correction du baccalauréat plusieurs années, j'ai constaté ces différents problèmes. C'est-à-dire, même ceux qui viennent comme président des commissions, il faudrait revoir. C'est-à-dire, quelqu'un qui a fait des années, il n'est pas dans les salles de classe, il ne connaît pas les réalités réelles des classes. Si vous les envoyez pour superviser réellement un certain nombre de situations, c'est un peu difficile. C'est en cela qu'il faut revoir le plan de formation de ces inspecteurs disciplinaires. Alors, tout à l'heure, vous l'avez évoqué dans vos propos, mais j'ai voulu qu'on garde notamment la question pour cette partie. C'est un peu l'inadéquation des programmes et de formation de l'enseignement supérieur et par rapport au marché de l'emploi. Ça, c'est notre problème que nous avons. Moi, je pense bien que toujours, il y a ce problème d'inadéquation. C'est-à-dire, dans un pays comme la Guinée, un pays en chantier. Qui est pourtant en chantier. Voilà. C'est-à-dire, les entreprises sont là. Vous connaissez les besoins des entreprises. C'est en fonction des besoins des entreprises. On a un programme d'ailleurs d'enseignement qui n'évolue pas. Qui n'évolue pas aujourd'hui. Vous voyez combien de fois comment on appelle, l'enseignement technique est mis à côté. Hein? Et pourtant, c'est la cheville ouvrière de tout développement. Du développement dans un pays. Mais aujourd'hui, l'enseignement technique est mis à côté. Complètement mis à côté. Tout le monde veut aller à l'université. Et aujourd'hui, Dieu seul sait comment les bacheliers sont intégrés dans les institutions d'enseignement supérieur avec cette défaillance au niveau des examens nationaux. Ça, c'est constaté à tout moment. Mais cette inadéquation, il faut que l'État revoie. C'est-à-dire, les besoins des entreprises doivent être en synergie avec les programmes de formation. C'est là qu'on m'amène à vous poser la question, est-ce que le système LMD, en termes d'acquis, parce qu'on a l'impression que c'est un système que l'État en fait une sorte de trophée de guerre, comment est-ce que vous appréciez le système le système en lui-même, moi je l'apprécie, le système en lui-même. Mais la façon par laquelle le système est en train de le rouler, c'est ce qui est un peu compliqué. Ça détruit de plus le niveau des étudiants guinéens. C'est-à-dire, nous on a toujours habitué les élèves. Parce qu'il fallait tenir compte notamment d'un certain nombre de nombres, de choses, parce qu'il faut, par exemple, dans les institutions d'enseignement supérieur équipées, réellement, parce que si on parle de recherche, c'est parce qu'il y a des bibliothèques, il y a la connexion Internet, mais aujourd'hui, rare des institutions d'enseignement supérieur qui sont dotées d'un système Internet. Ou d'une salle même informatique. Bon, je sais que... Bon, pardon, il y en a, mais le contenu, je parle du contenant du contenu. Effectivement, le contenu, effectivement. Mais ce problème-là, je crois bien que l'État doit revoir cette façon de faire. C'est-à-dire le système MD en lui-même est bien. Mais la façon par laquelle nous roulons en Guinée, c'est un peu difficile. Parce que l'élève guinéen, c'est un Guinéen que je vois, un élève guinéen, c'est-à-dire il est tout le temps associé à des réseaux sociaux, mais tu demandes à un élève guinéen de te faire une recherche et de l'incapacité de le faire. Et ça, c'est notre problème. Donc, voilà des premiers problèmes d'abord auxquels il fallait revoir avant de se mettre dans l'application de ce système. En Guinée, c'est les enseignants qui font tout. Les élèves ne font rien, les étudiants ne font rien. On a longtemps habitué les enfants par ce système. Est-ce que le problème, c'est parce que les moyens ne sont pas là? Si vous dites qu'il faut apprendre à faire des recherches. Moi, ça dit, c'est pas... Quand les gens mettent ça sur les questions de moyens, moi, je me dis que, c'est-à-dire, si l'État, parce que ça, c'est le rôle de l'État, c'est le rôle de l'État de mettre à la disposition des fils du pays, c'est-à-dire de garantir réellement leur éducation. C'est-à-dire, quand vous mettez une école en place, moi, je pense bien que tous ceux qui doivent être au contour, avoir des bibliothèques de façon très noble, avoir réellement, comment on appelle, des enseignants de qualité,
avoir principalement des laboratoires dignes de nom pour permettre aux enfants de mieux faire des recherches. Alors, vous l'avez compris, Voilà. c'était en quelque sorte notamment l'autopsie du système éducatif guinéen. À présent, on va marquer une courte pause avant de revenir sur ce plateau pour parler désormais des solutions à proposer pour sortir notamment de ce marasme afin que la jeunesse guinéenne puisse avoir une formation digne pour permettre à ces pays de sortir de l'ornière. Nos valeurs, innovation, performance, intégrité. Votre constance à la télé du 21e siècle nous donne un peu de tonus parce qu'on fait l'effort de vous servir, chers téléspectateurs. Il faut rappeler que nous sommes dans Starcom et une émission consacrée aujourd'hui au système éducatif guinéen. Monsieur Keita, on a dépeint un peu la réalité qui prévaut au niveau du système. Aujourd'hui, vous qui êtes des acteurs notamment du domaine, quelles peuvent être les solutions en termes de recommandations que vous pouvez conseiller à l'État guinéen? Voilà, en termes de recommandations, la première des choses d'abord, il faut réviser les textes. Il y a un certain nombre de textes qu'il faut revoir. Ça, c'est un premier problème dans le système. Le deuxième Les revoir, les revoir, réadaptant à la réalité, actuelle. Oui. Ensuite, avoir un dispositif d'éducation gratuite et obligatoire. Et avoir également, mettre un système en place dans le cadre de la formation des formateurs. En Guinée, le plan de formation, surtout au niveau de l'enseignement préuniversitaire, le plan de formation n'existe pas presque. C'est en Guinée que je vois un inspecteur disciplinaire vient dans un lycée ou dans un collège, inspecter un professeur, il est dans l'incapacité de faire l'essentiel. C'est-à-dire, il vient en conseiller de formation, c'est-à-dire apporter un élément, mais plutôt c'est le professeur qui l'apporte. Il vient plutôt, au lieu que ce soit Voilà, lui qui moi j'ai constaté ça dans ce qui veut dire que vous offrez des cours à ceux qui doivent vous contrôler. En tout cas, moi, c'est un constat que j'ai eu à faire. Oui. Parce que je gère une école privée en qualité de directeur général depuis, il y a près de cela 10 ans. Oui. Donc, je m'y connais un peu dans ça. Ensuite, l'État doit multiplier des centres de formation professionnelle. Oui. Parce que, bon, dès que je vois maintenant, là, on est en train de construire des centres régionaux en matière de formation technique et professionnelle. Mais moi, je pense qu'il faut mettre le matériel. Oui. C'est surtout ça. Hein, c'est ce problème-là que nous avons. Oui. C'est ce problème-là que nous avons. Oui. Ensuite, il faut réserver à l'État le monopole de certaines formations. Rapidement, on est un peu plus Oui, ce monopole-là, c'est par rapport aux mines et ainsi de suite, et renforcer la législation de l'enseignement privé et augmenter le budget de l'éducation. Voilà des différents problèmes qu'il faut essayer de revoir. Ok. Voilà. Chers téléspectateurs, vous l'avez compris, c'était là les recommandations de notre invité à la personne de M. Alpha Amadou Keita, enseignant-chercheur du côté de l'Institut supérieur de l'éducation, des sciences de l'éducation de Guinée. Alors, M. Keita, on arrive à la fin de cette émission. Il ne me reste qu'à vous dire merci pour avoir accepté notre invitation. Merci à vous, c'est un devoir. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez aimé le contenu de cette émission et nous vous promettons de faire l'effort à chaque fois de vous donner le meilleur de nous afin que la Guinée puisse être servie comme c'est la vocation de cette télé Star 21 TV. On se reprend dans un autre numéro de Starcom.